Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur Canal TSF Radio Sans Frontières depuis Rennes en France et vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. Comme chaque lundi à 17h et le jeudi à midi en rediffusion. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau voyage littéraire et poétique. C'est le 35e épisode de la première saison. Et en fait, c'est la dernière émission de cette saison. À la production, c'est moi, Daria, et à la technique, c'est Omid. Merci à lui. Aujourd'hui, nous allons partir au cœur du 19e siècle, dans l'univers du romantisme français, à la rencontre d'un grand poète romantique, Alfred de Musset. Dans ses œuvres, Musset parle souvent de l'amour, de la souffrance et des sentiments. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de ses poèmes et de ses pièces de théâtre. Mais son œuvre est très variée et elle fait aussi place à la fantaisie. Au contraire, à des réflexions graves sur son siècle. Pour parler de Musset avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Esther Pinon, qui est spécialiste de la littérature française. Elle est enseignante à l'université Rennes 2 et chercheuse en littérature. Elle travaille principalement sur la littérature française du 19e siècle, notamment sur la poésie et le théâtre de la période romantique. Ses recherches portent notamment sur des auteurs comme Alfred de Musset et Victor Hugo. Elle enseigne aussi l'analyse des textes littéraires et la poésie du 19e siècle. Nous avons la chance de pouvoir discuter avec elle aujourd'hui et de profiter de ses connaissances pour mieux comprendre l'œuvre d'Alfred de Musset. Bonjour Esther et bienvenue sur Canal TSF. Bonjour Daria, merci de m'accueillir dans votre émission, j'en suis très honorée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chère Esther, avant de parler de Musset, j'aimerais que nos auditeurs fassent un peu plus votre connaissance. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre relation avec la littérature? Oui. Donc je suis maîtresse de conférences à l'université Rennes 2, comme vous l'avez dit, où j'enseigne la littérature française du 19e siècle. J'ai soutenu en 2012 à l'université de Nantes, sous la direction de Patrick Berthier, une thèse intitulée « Le mal du ciel, Musset et le sacré », qui a été publiée en 2015 aux éditions Honoré Champion. Depuis, je poursuis mes recherches sur le romantisme et plus particulièrement sur la poésie. Je m'intéresse notamment à l'expression de la spiritualité, du doute et de la nuance en littérature. Chère Esther, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à la littérature et plus particulièrement à la poésie? J'ai toujours aimé la littérature et la poésie, même bien avant de savoir lire. Je crois que c'est grâce à ma mère et à ma grand-mère, qui étaient toutes les deux de grandes lectrices. Elles me lisaient des histoires et des poèmes quand j'étais enfant. Et très tôt, j'ai eu envie de faire en sorte que la littérature et la poésie occupent le plus de place possible dans ma vie, parce que la littérature et la poésie, c'est ce qui m'aide à habiter le monde, même dans sa complexité et sa violence. Et c'est cette envie-là qui m'a conduite à l'enseignement. Ma rencontre avec Musset, quant à elle, s'est faite à l'université, quand j'étais étudiante, lors d'un cours sur Lorenzaccio.
Ce fut pour moi une révélation. La puissance de la pièce, la profondeur du personnage m'ont immédiatement fascinée. C'est donc par le théâtre que je suis entrée dans l'œuvre de Musset, mais chez Musset, le théâtre est déjà une forme de poésie. Ensuite, j'ai lu toute son œuvre et il ne m'a plus quittée. Il est devenu une sorte de maison, de refuge intellectuel et émotionnel pour moi. Je reviens toujours à lui. Oui, bravo. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter Alfred de Musset? Et qu'est-ce qui rend son œuvre si particulière? Oui, alors Musset est né le 12 décembre 1810 dans une famille cultivée, ouverte aux arts. Et très tôt, il manifeste une sensibilité et une intelligence vraiment remarquables. Dès l'adolescence, il écrit des textes d'une très grande lucidité. Il entre jeune dans les cercles littéraires parisiens et il fréquente les figures majeures du romantisme, Victor Hugo, Charles Nodier, Alfred de Vigny, entre autres. À moins de 20 ans, il publie Les Contes d'Espagne et d'Italie, son premier recueil, qui fait scandale mais qui révèle déjà son originalité. Son œuvre est d'une grande diversité. Il écrit de la poésie, du théâtre, des romans, des nouvelles. Mais derrière cette richesse, on trouve une constante, une mélancolie profonde, une interrogation sur le sens de l'existence. Un sens qu'il cherche dans l'amitié et dans l'amour, mais aussi dans la beauté, et en particulier dans la musique. La mort de son père en 1832 marque un tournant. Très jeune, Musset doit faire face à des responsabilités familiales et financières, même s'il ne les assume pas toujours parce que c'est un joueur et un dandy très dépensier. S'installe donc chez lui, ou se renforce plutôt, parce qu'elle était déjà présente, se renforce chez lui une tension entre une légèreté apparente et une souffrance intérieure qui traverse toute son œuvre. Parmi ses textes majeurs, on peut citer La Confession d'un enfant du siècle, qui exprime parfaitement ce mal-être romantique, mais aussi des pièces de théâtre dont les plus célèbres sont sans doute On ne badine pas avec l'amour et Lorenzaccio. Malheureusement, Musset meurt à seulement 46 ans, en 1857, en laissant derrière lui une œuvre profondément marquée par le lyrisme, le doute et surtout par une sensibilité à vif. Oui. Ce qui est intéressant chez Musset, c'est sa façon de parler des sentiments, de la souffrance et de l'amour avec beaucoup de simplicité. Et sœur, est-ce que c'est aussi cette manière de parler des émotions qui explique pourquoi son œuvre nous touche encore aujourd'hui? Sans doute, oui. Les générations poétiques suivantes, notamment Baudelaire et Rimbaud, ont beaucoup reproché à Musset de se complaire dans l'expression des sentiments et notamment dans la plainte. C'est oublier un peu vite que l'œuvre de Musset n'est pas faite que d'épanchements lyriques. Elle comporte aussi des contes, des dialogues et des poèmes très ironiques. Ah oui. Mais même lorsqu'il est purement lyrique ou élégiaque, je crois que Musset s'efforce aussi toujours d'être aussi lucide que possible. C'est pourquoi d'ailleurs sa poésie est souvent dialoguée. Il se questionne lui-même plus qu'il n'impose sa perception des sentiments. Et surtout, il refuse les théories, que ce soit sur la poésie ou sur l'amour. Ce sont toujours son expérience, ses sensations qui nourrissent son écriture. Et de ce fait, même s'il fait entendre des émotions très singulières, très personnelles, il les rend universelles, parce que vrai. Sa poésie est attentive à toutes les nuances du cœur humain, et par conséquent, elle touche juste. Mais je crois aussi que s'il nous paraît encore si actuel, c'est parce qu'il invente une langue, un rythme, une musique qui paraissent très simples et très spontanées, même s'ils résultent d'un travail d'une grande virtuosité. Ce travail, on ne le sent pas, et on a donc l'impression d'être en prise directe avec l'auteur, comme s'il était présent, comme s'il nous parlait à l'oreille. Oui, tout à fait. Maintenant, nous vous proposons une déclamation musicale bilingue avec ma traduction en persan, extrait de
J'ai dit à mon cœur, un passage où Moussé parle de la tristesse, du souvenir et des émotions liées à l'amour. Comme toujours, vous écoutez aussi les compositions musicales de Dominique Min, diffusées par le studio Résonance du patrimoine. Laissez-vous porter par les mots. Ils viennent du 19e siècle. Mais ils parlent encore de sentiments que nous pouvons tous ressentir aujourd'hui. J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur, n'est-ce point assez d'aimer sa maîtresse? Et ne vois-tu pas que changer sans cesse, c'est perdre en désir le temps du bonheur? به قلبم گفتم، به قلب ناتوانم گفتم، آیا همین بس نیست که عاشق معشوق خویش باشی؟ و نمی‌بینی که پیوسته تغییر دادن جز هدر دادن وقت خوشبختی در آرزوهای خام چیزی نیست؟ Il m'a répondu, ce n'est point assez d'aimer sa maîtresse. Et ne vois-tu pas que changer sans cesse nous rend doux et chers les plaisirs passés? پاسخ داد بس نیست. عاشق معشوق بودن بس نیست. و نمی‌بینی که این دگرگونی مدام لذت‌های گذشته را برای ما شیرین و عزیز می‌دارد؟ J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur, n'est-ce point assez de tant de tristesse? Et ne vois-tu pas que changer sans cesse, c'est à chaque pas trouver la douleur? به قلبم گفتم، به قلب ناتوانم گفتم، آیا این همه اندوه بس نیست؟ و نمی‌بینی که پیوسته تغییر دادن یعنی در هر گام رنجی نو یافتن؟ Il m'a répondu, ce n'est point assez de tant de tristesse, et ne vois-tu pas que changer sans cesse nous rend doux et chers les chagrins passés? پاسخ داد بس نیست. این همه اندوه بس نیست. و نمی‌بینی که این دگرگونی مدام دردهای گذشته را برای ما شیرین و عزیز می‌دارد؟
Dans ce poème, Musset parle à son propre cœur comme s'il s'agissait de notre personne. Cela montre les doutes et les contradictions des sentiments amoureux. On retrouve une opposition entre le besoin de garder un amour stable et le désir de vivre de nouvelles émotions. C'est cette hésitation qui donne au poème toute sa richesse. Oui, c'est une tension qui traverse toute l'œuvre de Musset parce qu'il est partagé entre, d'une part, une aspiration à l'idéalisme qui le fait rêver à un amour pur et éternel, et d'autre part, une sensualité très vive qui fait sans cesse naître de nouveaux désirs. Il résout cette tension, du moins momentanément, par une conception paradoxale de la fidélité. Il faut être fidèle à l'amour, à défaut de pouvoir être fidèle à une seule personne, parce qu'aimer, pour Musset, c'est vivre. C'est ce que résument les célèbres 2 derniers vers de La Nuit d'août. Après avoir souffert, il faut souffrir encore. Il faut aimer sans cesse après avoir aimé. Ah oui. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Musset présente le changement d'une autre manière. Ce qui pourrait sembler être une erreur devient finalement une partie importante de souvenir. Les moments heureux, mais aussi les moments difficiles, prennent une autre valeur avec le temps. Les expériences amoureuses ne disparaissent pas complètement. Elles restent dans la mémoire et peuvent même devenir une source de réconfort. Exactement. La nostalgie est très présente dans l'œuvre de Musset. Et c'est une émotion qu'il chérit. Il s'étonne et il s'indigne, par exemple, que Dante ait pu dire qu'il n'est pire misère qu'un souvenir heureux dans les jours de malheur. À ses yeux, tous les souvenirs sont précieux, même ceux des moments douloureux, parce que la souffrance lui paraît moins redoutable que le vide, l'ennui, la fadeur de la vie. Se souvenir, pour lui, c'est retrouver l'intensité des moments où la vie est pleine. C'est le sens de la fameuse déclaration de Perdiccas dans On ne badine pas avec l'amour, que Musset emprunte à une lettre de George Sand. Quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » C'est aussi le rôle de la poésie que de conserver ces souvenirs que Musset nomme les reliques du cœur. Oui, carrément. On voit aussi que le poème ne cherche pas à faire disparaître ce conflit intérieur. Musset ne donne pas de réponse ni de conclusion. Le cœur revient toujours à la même idée, comme si cette hésitation faisait partie de lui. Cette répétition donne au poème un rythme particulier et renforce l'impression que les mêmes sentiments reviennent sans cesse. Oui, je crois en fait que ce poème, avec ses répétitions, est construit sur le modèle des battements du cœur, les diastoles, les systoles. Musset rêve d'une vie où le cœur battrait toujours fortement, et par conséquent, il se méfie des certitudes, parce qu'elles figent les êtres, elles les immobilisent. Donc vous avez entièrement raison de dire que l'hésitation, et je dirais aussi le doute, font partie de lui. Ah oui. Enfin, ce poème parle d'une expérience que beaucoup de personnes connaissent. Il montre quelqu'un qui hésite à rester fidèle à ses sentiments et avoir envie de changer, entre vouloir tout contrôler et accepter que certaines choses nous échappent. À partir de cette expérience personnelle, Musset parle aussi de quelque chose de plus universel. Son poème nous invite à réfléchir à la façon dont fonctionnent les sentiments et le désir. Oui, c'est même le but de toute son œuvre.
Il n'écrit pas pour se dévoiler, pour exposer ses sentiments. D'ailleurs, il avait très peur des regards intrusifs d'un certain lectorat, et notamment de la critique, qu'il compare à des anatomistes disséquant sans pitié un cadavre. Les poèmes seraient ce cadavre à disséquer. Mais Musset est un chercheur de vérité. Et pour atteindre cette vérité et nous la faire atteindre, il doit interroger ses sentiments, ses désirs, ses contradictions et nous entraîner, nous, lecteurs, dans ce questionnement. Ah oui. Depuis le début de cette émission, nous avons découvert l'univers d'Alfred de Musset, un poète qui parle souvent de l'amour, des émotions et des difficultés de la vie. Nous avons aussi vu que chez lui, la poésie ne sert pas seulement à parler de ses propres sentiments. Elle lui permet aussi de réfléchir à ce que l'on ressent, à la façon d'écrire et de comprendre le monde. On comprend alors pourquoi ces textes continuent de nous toucher aujourd'hui. Ils parlent de choses que nous avons tous connues. Le doute, l'incertitude et la difficulté de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Chers auditeurs, nous allons maintenant découvrir un texte un peu particulier de Musset. Impromptu en réponse à cette question, qu'est-ce que la poésie? C'est un texte court dans lequel Musset partage sa vision de la poésie. Et vous allez voir que même aujourd'hui, ces mots nous parlent encore. Je vous invite maintenant à écouter la déclamation musicale bilingue de cet extrait avec ma traduction en persan, accompagnée avec belle musique de Dominique Min, diffusée par le studio Résonance de Patrimoine. Je vous souhaite une belle écoute. Chasser tout souvenir et fixer sa pensée. Sur un bel axe d'or, la tenir balancée, incertaine, inquiète, immobile pourtant, peut-être éterniser le rêve d'un instant. هر خاطره ای را پر دادن و اندیشه را ثابت نگاه داشتن. آن را بر محور زرین و زیبا در تعادل داشتن. مضطرب، سرگردان، اما در عین حال آرام. شاید به رؤیای یک لحظه رنگ جاودانگی بخشیدن. Aimer le vrai, le beau, chercher leur harmonie, écouter dans son cœur l'écho de son génie, chanter, rire, pleurer, seul, sans but, au hasard. دوست داشتن حقیقت و زیبایی و جستجوی هماهنگی میان آنها. در ژرفای قلب پژواک نبوغ خویش را شنیدن، سرودن، خندیدن، گریستن، تنها، بی هدف و رها.
d'un sourire, d'un mot, d'un soupir, d'un regard, faire un travail exquis, plein de crainte et de charme, faire une perle d'une larme. از لبخندی، از کلمه‌ای، از آهی، از نگاهی، کاری نفیس آفریدن سرشار از بیم و افسون و از قطره اشکی مرواریدی ساختن. Du poète ici-bas, voilà la passion, voilà son bien, sa vie et son ambition. این است شور و اشتیاق شاعر بر این خاک، این است دارایی، زندگی و آرمان. Dans ce texte, Musset nous donne sa propre vision de la poésie. Il ne cherche pas à expliquer avec des idées ou des règles. Il montre plutôt ce que représente la poésie pour lui et la place qu'il occupe dans sa vie. Je comprends que pour Musset, la poésie est avant une façon de regarder le monde et de vivre ses émotions. En effet, et ce n'est pas un hasard s'il donne sa pensée de la poésie dans un texte qui est censé être un impromptu. Je dis censé parce que je ne sais pas si c'en est vraiment un. Ce serait un texte improvisé, créé spontanément dans le cadre d'un échange, autrement dit un fragment de vie, saisi au vol. Musset a une conscience très aiguë du caractère éphémère et fragile des existences humaines, et par conséquent, il veut que la poésie redouble de vie, plutôt que de s'embarrasser de règles, même s'il maîtrise parfaitement les codes de la versification traditionnelle, avec lesquels il joue très habilement. Ok. Au début du texte, Musset parle d'un équilibre qu'il essaie de trouver dans ses pensées. Il cherche à garder une certaine stabilité, mais ce n'est jamais facile. Ses pensées restent souvent hésitantes et changent sans cesse. Et c'est justement cette hésitation qui donne naissance à la poésie. Oui, dans Les Caprices de Marianne, un des personnages principaux, Octave, se compare à un danseur de cordes, c'est-à-dire à un funambule suspendu entre le ciel et la terre qui doit courir sur un fil s'il ne veut pas être saisi de vertige et tomber. Je crois que cette image, c'est à la fois un autoportrait de Musset et une bonne définition de sa poésie, qui est animée par un mouvement permanent, par des ajustements incessants, qui sont la condition de son équilibre. La stabilité parfaite pour Musset n'existe pas, si ce n'est dans la mort, ou pire, dans la vieillesse qu'il redoutait plus que tout. Son équilibre, à lui, c'est une vibration constante et surtout pas un calme plat. Oui, tout à fait. Dans la deuxième partie, Musset montre que la poésie est une façon de chercher ce qui est vrai et ce qui est beau. Le poète est attentif à ce qu'il ressent et à ce qui l'entoure. Il n'y a pas de règle précise. Toutes les émotions peuvent devenir de la poésie, que ce soit la joie, la tristesse ou le chant. Pour Musset, tout ce que l'on vit peut nourrir la poésie. Oui, et c'est une pensée qui est très caractéristique du romantisme, un mouvement qui remet en question toutes les hiérarchies esthétiques. Après la Révolution française, penser que des mots ou des sujets sont plus nobles que d'autres et qu'ils seraient les seuls dignes de figurer en poésie, cela n'a plus de sens. La poésie doit pouvoir accueillir tout ce qui est vrai. Et c'est d'ailleurs pour cela que Musset a parfois beaucoup choqué ses contemporains, parce qu'il faisait entrer en poésie des sujets,
des sentiments et des images qui jusque-là n'en étaient pas jugées dignes. Ah oui. À la fin du texte, Musset utilise une image très forte. Transformer une larme en perle. Il ne cherche pas à faire disparaître la souffrance, mais à en faire quelque chose de beau. On comprend alors que le poète ne se contente pas de raconter ce qu'il vit. Il transforme ses expériences et ses émotions en poésie. C'est cette façon de voir et de raconter le monde qui donne toute sa force à son écriture. Oui, c'est une image alchimique. La larme ne s'évapore pas, elle devient un objet précieux parce qu'elle a été saisie par la poésie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Musset convoque souvent aussi l'image inverse, celle de la perle qui fond. Il a été très frappé par cette légende selon laquelle Cléopâtre aurait fait dissoudre dans du vinaigre une perle très coûteuse pour la boire. Il reprend souvent cette image et il suppose que la perle redevient une larme qu'on pourrait boire. C'est une manière de suggérer que si la poésie se nourrit de la vie, elle doit aussi nourrir la vie en retour. Ah oui. Avec les mots, on peut parfois aller très loin. La poésie nous fait découvrir des émotions, des souvenirs et des aspects de nous-mêmes. Puis on referme le livre et on retrouve le silence. Mais souvent, quelque chose reste en nous, même si on ne sait pas toujours expliquer quoi. Maintenant, nous allons continuer notre découverte de l'univers d'Alfred de Musset. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre aspect de la poésie de Musset avec son sonnet, se voir le plus possible. Dans ce texte, il parle de l'amour, de l'absence et du désir de retrouver l'autre. Il montre que l'amour ne se résume pas à la présence, mais qu'il existe aussi dans le manque et dans l'attente. Alors, maintenant, nous allons découvrir ce sonnet, un texte qui parle simplement de l'attachement et de l'absence, de ce sentiment de vouloir être proche de quelqu'un qui nous manque. Même 2 siècles plus tard, les émotions exprimées par Musset restent encore très présentes. Pour cette déclamation musicale, nous retrouverons la musique de Dominique Pin de nouveau, qui a été diffusée par le studio Résonance de Patrimoine. Se voir le plus possible et s'aimer seulement, sans ruse et sans détour, sans honte ni mensonge, sans qu'un désir nous trompe ou qu'un remords nous ronge, vivre à 2 et donner son cœur à tout moment. بیشترین دیدار و تنها عشق ورزیدن، بی نیرنگ و بی آرایه، بی شرق و بی دروغ، بی آنکه هوسی فریبمان دهد یا پشیمانی من را ببلعد. دوتایی زیستن و در هر لحظه قلب خود را هدیه کردن. Respecter sa pensée aussi loin qu'on y plonge, faire de son amour un jour au lieu d'un songe, et dans cette clarté respirer librement, ainsi respirait l'or et chantait son amant.
احترام نهادن به اندیشه او هر چقدر هم که در آن غرق شوی. ساختن روزی از عشق به جای رؤیایی خیالی و در این روشنایی آزادانه نفس کشیدن. لورا این گونه نفس می کشید و معشوقش این گونه از او می سرود. Vous, dont chaque pas touche à la grâce suprême, c'est vous, la tête en fleurs, qu'on croirait sans souci, c'est vous qui me disiez qu'il faut aimer ainsi. شما که هر گامتان به اوج لطف و زیبایی میرسد، شما که با آن سر پرگل گویی بی هیچ اندوهی هستید، شما بودید که به من گفتید باید این گونه عشق ورزید. Et c'est moi, vieil enfant du doute et du blasphème, qui vous écoute et pense, et vous répond ceci: oui, on vit autrement, mais c'est ainsi qu'on aime. و این منم، کودک سال خورده شک و کفر، که به شما گوش می دهم، می اندیشم و چنین پاسختان می دهم: آره، می توان به شیوهی دیگر زیست، اما عشق ورزیدن این گونه است. Dans ce sonnet, Alfred de Musset présente d'abord une vision simple de l'amour. Un amour sincère, sans mensonge, basé sur la confiance entre deux personnes. Mais derrière cette idée d'un amour idéal, le poème montre aussi les difficultés et les contradictions des sentiments humains. Oui, on retrouve en effet cette tension entre l'amour idéal et l'amour vécu. Le poème fait allusion à Pétrarque, l'amant de Laure, ainsi respirait Laure et chantait son amant. Ce couple est l'incarnation de l'amour idéal purement poétique, mais l'amour de Pétrarque pour Laure ne s'est jamais réalisé autrement qu'en poésie. Alors que Musset, lui, s'adresse ici à une femme qui a réellement partagé sa vie, même si c'était de manière brève. Il s'agit de la comédienne Louise Allan-Despréaux. Et cette différence donne à son amour et à son poème une perspective toute particulière. Ah oui. Dans la première partie, Musset présente un amour simple et sincère, sans mensonge ni peur. Les sentiments semblent naturels et les deux personnes semblent parfaitement se comprendre. Mais cette vision de l'amour ressemble davantage à un idéal qu'à une réalité de la vie. Oui, c'est un poème qui interroge la possibilité ou l'impossibilité de concilier l'idéal et le réel. Là encore, c'est une question qui est obsédante sous la plume de Musset. Elle est notamment incarnée par les personnages de Camille et Perdiccas, toujours dans On ne badine pas avec l'amour. Camille déclare « Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux faire des serments qui ne se violent pas. » Aux yeux de Perdiccas, et sans doute aux yeux de Musset, cet idéal-là n'est pas humain. Aimer, c'est souffrir, et il faut avoir le courage d'aimer
ailleurs que dans l'idéal. Ensuite, le poème présente une autre idée de l'amour. Il ne s'agit plus seulement de rêver, mais de vivre réellement ce sentiment. Chez Musset, aimer signifie aussi accepter le présent avec ses incertitudes et ses difficultés. Oui, cette acceptation est difficile. Parfois, Musset préfère le rêve. Dans la dédicace de La Coupe et les lèvres, qui est l'un de ses très grands poèmes, il conseille « Faites-vous de ce monde un songe sans réveil ». Mais ce sonnet que nous venons de lire est un poème de la maturité. On sent que Musset a évolué, qu'il cherche davantage à composer avec le monde comme il va. On peut y voir une forme de sagesse, ou au contraire un renoncement un peu triste. Je vous laisse juger. Oui. Dans la dernière partie, Musset montre une contradiction en lui-même. Il croit encore à l'idéal amoureux, mais il reste aussi marqué par le doute. C'est peut-être ce qui caractérise le mieux son écriture. Il cherche toujours un équilibre entre le rêve et la réalité. Oui, l'expression « vieil enfant du doute et du blasphème » par laquelle il se définit est très révélatrice. En amour comme sur le plan religieux, il voudrait croire de manière durable. Il voudrait avoir la foi, mais il n'y parvient jamais tout à fait parce que l'existence du mal, en lui et dans le monde, fait toujours renaître ses doutes. Et pourtant, il se définit encore et toujours comme un enfant. Et le dernier mot du poème est tout de même pour l'idéal. Oui, l'on vit autrement, mais c'est ainsi qu'on aime. Il sait que sa quête est difficile, voire impossible, mais il poursuit sa quête. Oui, bien sûr. Ainsi, le poème ne donne pas une seule définition de l'amour. Il montre que l'amour peut être à la fois un rêve, mais aussi une expérience marquée par le doute et les souvenirs. Chez Musset, aimer n'est jamais quelque chose de simple. C'est vivre entre ce que l'on imagine et ce que la réalité nous permet de vivre. Et c'est sans doute la poésie qui permet de créer cet entre-deux, parce qu'elle est à la fois un espace hors du temps et une activité profondément enracinée dans la vie. En ce sens, elle permet de faire entrer l'idéal dans le réel, même si c'est pour dire à quel point cet idéal est vulnérable. Le poème fait entendre l'idéal. Il dit qu'il est peut-être inaccessible, mais le poème, lui, est bien réel. Il est comme un témoignage de ces instants suspendus où, dans l'amour, on touche à l'idéal, même si ce n'est que de manière fugace. Pour résumer, à travers ces trois textes d'Alfred de Musset, on retrouve une même idée. La poésie est une façon de mieux comprendre les sentiments humains. Chez Musset, écrire permet de parler de l'amour, du doute et des émotions. Dans le premier texte, le cœur hésite entre le besoin de stabilité et l'envie de changement. Dans le deuxième, Musset montre que la poésie naît aussi des émotions et des expériences de la vie, même les plus difficiles. Enfin, dans le sonnet, se voir le plus possible, il présente un amour partagé entre l'idéal et les doutes de la réalité. Et ces trois poèmes sont des dialogues. C'est très net dans le premier, où le poète dialogue avec son cœur, et dans le troisième, qui est adressé à une femme aimée. Mais même le deuxième est une réponse à une question. On voit la pensée de Musset évoluer au fil de ses poèmes, et c'est par le dialogue, par l'échange avec l'autre, que ce soit un échange réel ou fictif, que cette évolution a lieu. C'est une manière pour Musset d'échapper à cette immobilité mortifère qui lui fait si peur. Oui. À mon avis, ce qui relie ces trois textes, c'est l'idée que chez Musset, rien n'est jamais complètement fixe. Ni l'amour,
ni la poésie, ni même le regard du poète sur le monde. Mais cette hésitation n'est pas une faiblesse. C'est justement ce mouvement entre le rêve et la réalité, entre le doute et la certitude qui nourrit sa poésie. Oui, tout à fait. Paradoxalement, ce qui est constant chez Musset, c'est la conscience de l'inconstance. Je le trouve très courageux d'assumer cette position, cette idée qui est tout sauf confortable, qui peut même être très effrayante puisque rien n'est jamais certain. En cela, il rejoint Chateaubriand qui formulait une idée proche dans une très belle métaphore et qui nous parle forcément à nous puisque nous enregistrons depuis Rennes. Chateaubriand écrivait « Tout a changé en Bretagne, sauf les vagues qui changent toujours ». Oui, c'est vrai. Pour Musset, la poésie n'est pas séparée de la vie. Elle permet d'exprimer ce que nous ressentons, avec toutes les complexités et les contradictions de l'expérience humaine. C'est aussi pour cela que ces textes nous parlent encore aujourd'hui, parce qu'ils montrent l'être humain tel qu'il est, avec ses doutes, ses émotions et ses contradictions. Oui. Comme tous les romantiques, Musset admirait beaucoup Shakespeare, et il le cite dans La Confession d'un enfant du siècle, quand Brigitte dit au personnage principal, Octave, « Fais-toi faire un habit de taffetas changeant, car ton cœur est semblable à l'opale aux 1000 couleurs. » C'est un reproche qu'elle lui adresse, mais à mon sens, c'est l'une des qualités les plus admirables de Musset, avoir su restituer les 1000 couleurs du cœur humain sans chercher une simplification rassurante. Oui, tout à fait. Chers amoureux de la poésie, nous arrivons maintenant à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons découvert Alfred de Musset, l'un des grands poètes de romantisme français. À travers ces textes, nous avons parlé de l'amour, du doute, des émotions et de la façon dont la poésie permet d'exprimer ce que nous ressentons. Chez Musset, les sentiments ne sont jamais simples. Ils sont souvent partagés entre le rêve et la réalité, entre la certitude et le doute. C'est peut-être pour cela que ces textes continuent encore aujourd'hui à nous toucher. Un grand merci à Esther pour son temps et pour cette belle découverte de l'œuvre de Musset. Esther, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup Daria pour votre invitation et surtout merci à vous et à Omid d'avoir rendu un si bel hommage à Musset. Je crois qu'il aurait été très heureux d'entendre ces vers traduits dans la langue de Saadi, qu'il admirait beaucoup, et très heureux aussi de les entendre mis en musique, parce que vraiment la musique était tout pour lui. Ok, merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous suivre chaque semaine sur Canal TSF Radio Sans Frontières. À la production, c'est moi, Daria. Pour la musique, Omid Nikbin, que nous remercions pour ses magnifiques compositions. Nous vous donnons rendez-vous après vacances pour la 2e saison de notre émission. Chaque lundi à 17h pour une nouvelle rencontre, j'espère. En attendant,
N'hésitez pas à ouvrir un livre et à prendre le temps de découvrir une nouvelle voix, une nouvelle histoire. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi à toutes et à tous. Encore merci, Daria. Au revoir. À lundi après vacances. La poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. La radio sans frontières.